Bonsoir, merci infiniment d'être venus si nombreux à cette occasion. Je suis particulièrement ému aujourd'hui de recevoir les trois personnes que je vais vous présenter. Qui dit ghetto de Varsovie donne immédiatement le frisson. Et oui, je vais parler plus fort si vous n'entendez pas. Pardon. Le ghetto de Varsovie est a priori quelque chose de profondément triste. Et je citerai l'un des historiens et interprètes de la Shoah les plus célèbres aux États-Unis, même s'il n'a pas été traduit. Je ne sais pas si vous vous en doutez, mais le monde est profondément déprimant. Alors, je ne vais pas rajouter de la dépression à cette déprime naturelle. Nous allons vous faire découvrir trois livres absolument essentiels, qui racontent une autre vision du ghetto. Quand Livia m'a parlé de cette soirée, j'ai pensé immédiatement à un livre extraordinaire de Gershom Scholem, le grand historien de la mystique juive, et qui a écrit un livre des origines du monde à Varsovie. Nous allons passer de Varsovie aux origines du monde. Le ghetto de Varsovie est un microcosme de l'enfer, un microcosme aussi de l'héroïsme, de la bonté, de la générosité, et un microcosme aussi de ce que c'est que de vivre envers et contre tout, de garder l'espoir envers et contre tout. Et vous allez voir que loin les témoignages ne se répètent pas. Ce que vous allez entendre ce soir n'avait jamais été dit par ces personnes, mais beaucoup de choses n'ont jamais été dites. Et il y a quelque chose de profondément touchant et bouleversant. Et je vous promets qu'à la fin de cette séance, si au cours vous aurez la tentation d'essuyer des larmes, à la fin vous aurez tous le sourire aux lèvres, parce que vous direz « Mon Dieu que la vie est belle quand il y a autant de foi, autant de volonté de vivre ». Alors je n'utiliserai pas le mot de résilience, et vous comprendrez pourquoi. C'est un mot emprunté à la physique, parfois à la boulangerie. Il s'agit là des personnes qui ont survécu. Ce ne sont pas des gens résilients. Ce sont des gens qui se sont construits avec une histoire absolument terrible et qui ont donné le meilleur et qui nous donnent encore aujourd'hui beaucoup de foi. Alors, il y a trois livres ce soir. Le docteur Bruno Alouya, que vous connaissez sans doute déjà, qui est souvent intervenu ici, est un grand historien de la médecine, qui a beaucoup travaillé sur la médecine et la Shoah. Il a publié un livre remarqué, Blouse blanche, étoile jaune. Il a publié aussi un livre postfacé, je crois, par Emmanuel Hirsch sur science et éthique, et notamment sur ce qu'on appelle le Code de Nuremberg. Et puis, il a publié quantité d'autres livres sur la médecine des Hébreux, médecine des pharaons. Donc, c'est un auteur prolifique, outre qu'il est un grand médecin qui peut vous soigner d'à peu près tout. Le livre qu'il nous présente ce soir est un livre assez singulier. Curieusement, on se rend compte que le public français n'avait pas de vraie synthèse sur les ghettos de Varsovie. Donc le docteur a choisi de nous présenter 948 jours, donc du commencement à la fin, et en se posant absolument toutes les questions que l'on peut se poser sur ce que c'était que la vie, parce que le ghetto a duré 948 jours, donc il y a toute une partie de la vie qui était un semblant de vie ordinaire, même si c'était sous la férule et dans l'abomination nazie. Nous passons ensuite sur un tout autre registre, et finalement, le docteur raconte l'intérieur du ghetto, ce que va nous raconter Johanna Kubar en parlant du livre de sa mère et Yashar Echart en parlant de son livre de mémoire, c'est comment on passe de l'autre côté, parce qu'il y a quelques personnes qui ont survécu. Donc Yashar est rentrée au ghetto quand elle avait 6 ans. Elle en est sortie à 9 ans. Et ensuite, il a fallu faire les 15 voyages dont on parlera. Et Johanna est née, elle, à Varsovie après la guerre. Elle nous présente le livre de sa mère. Alors, sa mère avait 25 ans quand elle a intégré le ghetto.
C'était une jeune intellectuelle brillante, diplômée de l'université, qui a, dans des circonstances extraordinaires, a quitté le ghetto, et elle raconte la survie à l'extérieur. Je vais commencer par donner la parole donc au docteur pour qu'il nous présente la synthèse. J'ai été frappé dès le début. Vous placez votre livre sous un double patronage. Yankelevitch qui dit « Les morts ont besoin de nous ». Et puis Isaac Schipper, grand historien, qui dit « Il faut ne pas laisser notre histoire racontée par les meurtriers. S'ils racontent notre histoire, nous serons effacés une seconde fois. » Il y a un troisième homme qu'il faudrait citer là, c'est le fondateur d'Einek Chabès, Emmanuel Ringelblum, qui posait la question « Qui écrira notre histoire ?» Et il a eu cette idée géniale de demander à toute la population, à demander à tous les écrivains, mais aussi à tous les gens, quelle que soit leur fonction, d'engranger le maximum d'archives pour qu'un jour, cette histoire puisse s'écrire. Et aujourd'hui, l'historien dispose donc d'une masse incroyable de témoignages qui sont des témoignages contemporains, mais qui sont des témoignages toutes les formes. Vous verrez que le livre du docteur Alioua a un côté historique, sociologique, mais qu'il fait aussi une part considérable à la littérature, aux journaux intimes, à l'art, etc. Donc je vous laisse la parole. D'abord, merci de m'avoir invité à parler de cet ouvrage. Je suis médecin et c'est vrai que j'écris les livres que je ne trouve pas en librairie. Et j'avoue que j'étais un peu frustré. Il y a à peu près depuis plusieurs années, on a beaucoup de livres de témoignages. On a beaucoup de livres consacrés et focalisés sur le soulèvement du ghetto de Varsovie. En revanche, très peu de livres évoquent l'histoire en elle-même du ghetto. Autrement dit, on se focalise sur 90 jours de l'insurrection, c'est-à-dire entre début du mois de janvier jusqu'au fin du mois jusqu'au 16 mai. En revanche, on a complètement oublié toute l'histoire du ghetto de Varsovie. C'est-à-dire qu'en fait, on a des informations à partir des témoignages, mais en fait, il y avait très peu d'ouvrages, en tout cas, sur véritablement cette histoire. C'est 948 jours du ghetto de Varsovie, dont l'histoire a commencé exactement le 12 octobre 1940, c'est-à-dire le jour de Yom Kippour, et qui s'est terminé, en fait, le 16 mai 1943, le jour où la grande synagogue de Varsovie a été dynamitée et où le général Jürgen Stroop a envoyé un rapport à ses supérieurs dans lequel il a dit ça y est, Varsovie est anéantie. Et mon idée, ça a été d'essayer de comprendre ce ghetto de Varsovie. Alors, très simplement, je rappellerai les chiffres importants, puisqu'on est là. Rappelez que 1939, la Pologne compte 10% de juifs, que les juifs sont principalement concentrés dans les grandes agglomérations et que, en moyenne, à Varsovie, 35 à 40% de la ville est peuplée de juifs. Alors, les idées qu'on a des Juifs de Varsovie, c'est souvent, on a très peu d'idées. C'est-à-dire, nous, on connaît un petit peu à travers le folklore, à travers des vieux films, à travers des romans. Mais finalement, on s'aperçoit que c'est une ville avec une disparité de Juifs. Il y a des Juifs très religieux, il y a des Juifs moins religieux, il y a des Juifs assimilés. Vous avez des Juifs qui sont politisés à gauche, d'autres qui sont politisés à droite. Il y a des membres du Bund, il y a des gens qui sont sionistes, il y a des communistes. Il y a des assimilés, il y a des Juifs qui se sentent juifs, mais qui veulent s'assimiler à la société polonaise, car on oublie de rappeler que la Pologne a accédé à son indépendance après 130 années, en fait, sous le joug de plusieurs pays. En 1921, en 1920, la Pologne devient une nation indépendante. Et donc, vous avez également des Juifs qui se sentent juifs, mais qui veulent s'assimiler à la Pologne. Et puis, à côté de ça, il y a des Juifs qui sont convertis fraîchement,
et des juifs qui sont convertis depuis plusieurs générations et qui n'ont rien à voir avec les juifs, hein, qui sont complètement étrangers. Et ce qui va se passer, c'est que ces juifs, l'histoire de ces juifs de Varsovie commence, en fait, on le sait, le vendredi 1er septembre, c'est-à-dire que la veille, les divisions de la Wehrmacht sont rentrées en Pologne. Et là, ce qui est assez intéressant, et j'ai essayé de travailler sur ces documents extraordinaires d'Onek Shabbat, mais également sur tous ces journaux, en particulier le journal de Chaim Kaplan, mais également les témoignages des gens qui ont vécu. Et je lis 1er septembre, Chaim Kaplan, qui est professeur d'histoire, qui tient un journal et qui va essayer de noter tout ce qui se passe dans le ghetto de façon très précise. Il écrit « Il n'y a pas de doute que le nazisme finira par être vaincu, car les nations civilisées se lèveront en fin de compte pour défendre la liberté que les barbares germaniques veulent arracher au monde. Cependant, et nous sommes le 1er septembre 1939, je doute que nous survivions à ce carnage. Les bombes à gaz asphyxiants empoisonneront tous les êtres humains, à moins que nous ne soyons réduits à mourir de faim, faute de vivre. » Et il dit « Quant aux Juifs, les dangers qu'ils courent sont 7 fois plus grands. Partout où Hitler pose le pied, il n'y a plus d'espoir pour le peuple juif. » Et là, on comprend que Chaim Kaplan a une lucidité extraordinaire de ce qui va se passer. Et là, on a une communauté juive disparate. Certaines personnes, comme Emmanuel Ringelblum, se trouvent à l'étranger. Il est à Genève, en Suisse. Et volontairement, il quitte la Suisse, où il y avait un congrès sioniste, et il retraverse par l'Italie, la Yougoslavie, la Roumanie, pour revenir en Pologne. Pendant ce temps-là, vous avez des dirigeants sionistes, religieux, bundistes, ou simplement des juifs, qui fuient la Pologne parce qu'ils ressentent le danger futur qui va se dérouler. Un danger impalpable. Beaucoup de juifs vont, beaucoup de juifs vont passer dans la partie soviétique de la Pologne. Quelques juifs vont réussir à quitter la Pologne. Le grand rabbin Lubavitch va partir au début du mois de janvier-février 1940, c'est-à-dire 4 mois après l'arrivée des Allemands. Vous avez Zingelblum va partir très tôt également, mais chacun, on arrive encore à sortir de la Pologne. Et ce qui va se passer, c'est pour les Juifs une surprise, l'arrivée des nazis. Pourquoi ? Parce qu'ils ont affaire à des jeunes soldats allemands. Beaucoup de Juifs avaient encore l'idée des soldats allemands tels qu'ils les avaient vus au cours de la Première Guerre mondiale, qui étaient des gens qui s'étaient généralement bien comportés avec eux. Et là, pour ces jeunes soldats allemands, et ça c'est une notion qu'on retrouve dans le livre et que j'avais trouvé qui est pas inintéressante, pour beaucoup de jeunes Allemands imprégnés par la propagande nazie, ils voient pour la première fois non pas des Juifs assimilés ou quelques Juifs qu'ils connaissaient ou dont ils avaient entendu parler dans les villes dans lesquelles ils vivaient, à Berlin, à Francfort ou à Munich, mais là, ils voient ce qu'ils appellent des Juifs exotiques. C'est-à-dire des Juifs avec des barbes, des Juifs avec des caftans, des Juifs avec des kippots, des chassidim. Et là, ces jeunes soldats qui sont habituellement dans une armée où la discipline est le maître mot, ces jeunes soldats vont se livrer à cœur joie. Pour la première fois, ils ont des Juifs sur lesquels ils peuvent défouler tout le sadisme qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Et là, au début, les Juifs ne comprennent pas les premiers mois. Alors, il y a quelques Juifs qui sont frappés, il y a quelques Juifs qui protestent, il y a des meurtres. Et à Varsovie, on entend qu'il y a des exactions un peu partout dans la Pologne, mais le danger n'est pas véritablement prégnant. Beaucoup de Juifs écrivent, finalement, méfiez-vous des jeunes, en revanche, les vieux sont gentils. Et ce qui va se passer, ce que j'explique dans l'ouvrage, c'est que pendant 1 an, entre octobre 1939, date de l'entrée des troupes allemandes à Varsovie, jusqu'au 12 octobre 1940, les Juifs sont victimes d'exactions, mais finalement, ils se sentent parfois en danger, parfois moins en danger,
Et la situation est tellement paradoxale que beaucoup de Juifs qui se trouvaient dans la partie soviétique occupée par, enfin, de la partie soviétique de la Pologne, occupée par l'Union, vont revenir à Varsovie parce que finalement, il semblerait que finalement, mis à part quelques exactions, quelques vols, quelques battus, quelques juifs qui sont soumis à des travaux forcés, finalement, on a l'idée que peut-être les choses vont s'améliorer. En tout cas, rien ne se fera dans une ville qui est la deuxième plus grande métropole juive du monde entier. Varsovie, après New York, c'est la ville au monde où il y a le plus de juifs. Donc, finalement, beaucoup de juifs se disent « Nous sommes dans une sorte de petit écrin. Rien ne peut nous arriver puisqu'il y a une circulation des informations. » Et la plupart des meurtres ont eu lieu dans des villages, dans des petites villes, finalement un petit peu éloignées. Bon, s'il y a des exactions, ça arrive comme partout dans toutes les guerres. Et ce qui va se passer, c'est un point qui est important, et c'est là où vous allez me dire, mais pourquoi un médecin a fait ce livre? Et qu'on s'aperçoit que les nazis vont mettre au point le ghetto et le processus de ghettoisation à Varsovie sur la base d'une soi-disant prédisposition des Juifs au typhus. Sur la base de l'idée selon laquelle les Juifs transmettent de façon importante le typhus, alors qu'ils seraient immunisés plus facilement contre la tuberculose, contrairement aux Polonais, on émet l'idée, et ça c'est une personne qui s'appelle Wilhelm Hagen, qui est un des plus grands professeurs de maladies infectieuses d'Allemagne, qui est affecté à Varsovie. Et Wilhelm Hagen va dire, voilà, on a une grosse concentration de soldats allemands à Varsovie, puisqu'on est en préparation de l'opération Barbarossa, qui débutera presque 2 ans après le début de la guerre, en juin 1941. Et là, Wilhelm Hagen dit, il faudrait isoler les Juifs de l'ensemble de la population. Et sur la base de ces données médicales, dans un but soi-disant prophylactique, on établit le ghetto de Varsovie. Et là, le ghetto de Varsovie, au début, les Juifs, et c'est toujours cette idée selon laquelle rien ne peut nous arriver et le monde entier ne pourra pas ne pas réagir. Au début, on va entourer le ghetto de Varsovie de murs, mais bon, il faut bien isoler les Allemands. Et les Juifs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début, ne voient pas cette situation d'une façon si horrible. Pour eux, finalement, ils se disent, c'est peut-être pas mal de se retrouver entre Juifs. Et c'est assez intéressant de voir que les Juifs, dans le ghetto de Varsovie, au début, vous avez une période de à peu près 1 mois pendant laquelle vous avez la possibilité de sortir et de rentrer, à condition de rentrer le soir, dans le ghetto. Et puis, c'est vrai que malheureusement, le 25 novembre, en fait, on a le phénomène de encerclement, les portes sont fermées, désormais aucun Juif ne pourra sortir. Et si je parle en tant que médecin, c'est que on dit que tout Juif qui sort sera condamné à mort, parce que par son acte, il risque de contaminer des Polonais et des soldats allemands. Et donc, au début, les Juifs, ils sont contents. Vous avez même des gens qui disent, mais c'est extraordinaire. Il y a quelqu'un qui dit, je lis, il dit, c'est formidable. Il y en a un, il dit, on se croirait à Tel Aviv. Vous avez des policiers qui parlent yiddish et des policiers qui sont gentils. Parce qu'il faut savoir qu'au début, on ne comprend pas trop ce phénomène du ghetto. Au début, on a l'impression que être ensemble va être un moyen de se protéger. C'est-à-dire que les voyous polonais qui avaient tendance à piller les appartements juifs ne pourront plus rentrer dans le ghetto. Les soldats allemands qui se livraient à des exactions, des viols, des vols en tout genre, ne pourront plus venir. Et là, on se raconte des histoires drôles. Emmanuel Ringelblum dit « De nos jours, la rue Nalewski ressemble à Hollywood. À chaque pas, on croise des étoiles. » Et puis on raconte une histoire drôle. Hitler va au paradis ou en enfer. Il voit Jésus au paradis. Il dit « Et là, que fais-tu, juif sans brassard ?» Et il y a quelqu'un qui répond à Hitler « Laisse-le, c'est le fils du patron. » Voilà, on rigole en fait de cette situation. Et ça, c'est assez intéressant de voir que très vite, on a un mécanisme d'adaptation. Mais très vite, les Allemands vont donc mettre en place 3 phénomènes qui résument un peu la stratégie. Premièrement, un surpeuplement.
C'est-à-dire que dans le ghetto de Varsovie, vous avez 30% de la population qui est concentrée dans ce qui correspond à peu près à 7% de la superficie de Varsovie, et 30 à 40%, que en fait ça correspond presque à une partie, comme je le dis dans l'ouvrage, ça correspond, j'ai calculé, parce que je voulais avoir une idée, en fait, c'est exactement le tiers du bois de Vincennes. C'est comme si vous mettiez 400 000 personnes dans le tiers du bois de Vincennes. C'est-à-dire, donc, un surpeuplement très important. On limite l'entrée des aliments ça va sciemment. Et surtout, on fait en sorte que les Juifs n'aient plus que l'esprit préoccupé que par une seule chose, l'alimentation, se nourrir. Alors quelques Juifs, et c'est là aussi où il va y avoir un phénomène terrible, c'est que vous allez avoir quelques Juifs qui vont s'enrichir, en particulier les contrebandiers. Donc on a une nouvelle classe qui va apparaître dans le ghetto, des gens, et puis vous avez les riches qui vont devenir moins riches, et les pauvres qui vont devenir très pauvres. Et là, il va y avoir presque 100 000 morts. Mais les Juifs se disent que finalement, ça ne peut pas durer. Que finalement, très vite, on apprend ce qui se passe en Russie, milieu du 41, à partir de juin, juillet, l'été 41. On apprend qu'il y a des massacres de Juifs, mais on trouve des explications. On dit que finalement, s'il y a eu ces meurtres, c'est que c'est des Juifs qui ont dû tirer sur les troupes allemandes et que ça ne peut pas arriver à Varsovie. Et puis surtout, on va mettre au point, il va y avoir une sorte de le Judenrat qui va se mettre vraiment, et ça c'est intéressant, c'est de voir que ce Judenrat qui a été décrié n'a pas eu totalement une action néfaste, mais n'a pas eu totalement une action positive. C'est-à-dire que ces gens du Judenrat, et ça c'est important, c'était exactement les membres de la Keïla, c'est-à-dire en fait de l'organisme qui s'occupait en fait de la gestion des Juifs de Varsovie avant la guerre. Et donc, il faut comprendre que là, ces Juifs du Judenrat vont essayer d'organiser un semblant de gouvernement. Alors il y a des gens qui seront un petit peu, qui vont profiter de cette situation pour s'enrichir. Et en particulier, il y a un corps qui va s'enrichir, ce sont les policiers juifs. Et là, les policiers juifs vont devenir finalement les personnes les plus haïes dans le ghetto. Alors si je raconte tout ça, c'est que finalement l'épilogue, et on la connaît, c'est que pendant longtemps, et c'est assez intéressant de voir que pendant longtemps, il y a cette idée que ça ne peut pas nous arriver. Et ça ne peut pas nous arriver, et ce qui est terrible dans ce ghetto, c'est que malgré tout, on cherche à vivre. Alors, j'ai compris que finalement, on crée des terrains de jeu sur des terrains vagues. Il n'y a pas d'arbres dans le ghetto. Alors, on met sur le toit des ghettos, des immeubles, on organise des petits espaces qu'on loue. On organise en fait des spectacles. On a des multiplications d'orchestres. On a des multiplications de journaux. Il y a la vie religieuse qui est interdite et les gens continuent en fait à prier. Et puis, on rit. On essaie de rire, on essaie de s'amuser. Et je lis, en fait, quand je lis ce que dit Emmanuel Ringelblum, il dit à un moment, il dit, en fait, le judaïsme survivra pour la simple et bonne raison, c'est que une nation qui rit est une nation qui survivra. Et je trouve que c'est beau, cette phrase. Parce que ça montre que jusqu'au dernier moment, il y a une volonté de rire. Et puis, il y a une volonté de savoir. Vous allez me dire, mais pourquoi? Ça a été aussi un des objectifs. C'est-à-dire que je ne pouvais pas écrire un livre sur la faculté de médecine du ghetto de Varsovie, mais en vue de prévenir la propagation du typhus, il a été mis en place des cours, une faculté clandestine, plus ou moins autorisée par les Allemands, dans lequel on validait la première année de médecine, la deuxième année de médecine et la troisième année de médecine. Et quelques personnes qui vont survivre après la guerre vont être validées par les autorités polonaises pour ce programme qui comportait de l'anatomie, de l'histologie, etc. Alors, malheureusement, la fin, elle est terrible puisqu'on la connaît. On la connaît parce que ce qui est terrible, c'est que, en fait, on sait qu'il va arriver quelque chose, on sent qu'il y a un nuage. Et ce qui est terrible, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les circulations des informations est très importante. Et ça m'a quand même choqué, c'est de voir que, finalement, on est très vite informé de ce qui se passe, des massacres. On subodore une volonté d'Hitler d'éradiquer le judaïsme européen. Et surtout, au début, on a l'idée que
il faut peut-être sacrifier 70 000 juifs pour sauver les 350 000 juifs. Ces 70 000 juifs, ce sont essentiellement des réfugiés des petites villes qui sont arrivés au fur et à mesure dans le ghetto de Varsovie, qui vivent en fait dans des conditions déplorables. Et c'est que cet été 1942 est terrible parce que pratiquement 300 000 juifs vont être en fait envoyés à Treblinka. On connaît le destin de ces juifs. Et ce qui est terrible, c'est que finalement, il faudra attendre le début du mois de septembre, après Yom Kippour, c'est-à-dire ça se termine de 1942, pour qu'il y ait un début de résistance. Alors cette résistance, elle va être dirigée non pas contre les Allemands au début, mais contre les Juifs. Parce que les collaborateurs, c'est terrible. C'est finalement ce qui caractérise les Juifs. C'est que finalement, l'ennemi, ça sera le collaborateur. On ne leur trouve pas de circonstances. Il y a des gens comme ça qui vont être zigouillés. Et progressivement, on voit la détresse des Juifs, puisque finalement, malgré, alors là, on pourrait en parler pendant des heures, le gouvernement polonais en exil est mis devant le fait accompli. A-t-il fait ce qu'il fallait faire ? Ça sera une question qu'on pourra débattre, mais force est de constater que le nombre d'armes qui ont été données aux combattants juifs du ghetto est ridicule, ne dépasse pas 10 armes en tout et pour tout, alors qu'on sait qu'un an après, pendant l'insurrection, c'était des milliers de fusils, de pistolets, de munitions qui avaient été déjà cachés dès 1939 par la résistance polonaise. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus licite d'en donner plus ? Ce que disent les gens, c'est que personne n'allait imaginer une seconde que les Juifs allaient résister. Les Juifs vont résister, mais surtout, ils résistent avec le désespoir. Et ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. C'est qu'à aucun moment, ils envisagent un plan B. Ils envisagent en fait de résister pour l'honneur. Et c'est ce qui va rester pour Itzhak Zuckerman, c'est-à-dire cette idée qu'on n'a pas fait assez. On n'a pas prévu en fait de plan B. Donc les derniers, ça va être une poignée de personnes qui vont survivre. Quelques personnes vont réussir à sortir du ghetto, mais c'est rien. Et moi, ce que je voudrais terminer, c'est finalement quelles ont été les conséquences du ghetto. Je fais partie d'une génération dans laquelle on nous a beaucoup parlé de l'insurrection, mais très peu du ghetto. Ce qui va se passer, c'est à 3 niveaux. Au niveau du judaïsme français, premièrement, c'est le déclencheur. Et moi, petit garçon qui faisait cette collection de timbres, mon grand-père, l'homme qui a épousé ma grand-mère, parce que mon grand-père est mort à Auschwitz, l'homme avait des cartes postales du ghetto de Varsovie. Et avec retour à l'envoyeur de l'été 42. Et puis il montrait ces cartes, il m'expliquait que c'était son frère à qui il avait envoyé de France du café, un peu d'aliments. Et en fait, il n'a pas de nouvelles à partir de 1943. Et donc, pour beaucoup de Juifs en France, on est informé très tôt du ghetto de Varsovie. Donc on se dit, finalement, ce qui se passe en Pologne, c'est dangereux. Finalement, on a détruit Varsovie la juive, on peut détruire tous les juifs. Les juifs en France ne se sentent plus en sécurité. Et c'est vrai qu'un des éléments également, c'est qu'on ne fait plus confiance aux structures mises en place par le gouvernement hitlérien, par les Allemands et les Français, à savoir l'UGIF. Et on assimile l'UGIF au Judenrat, et ça va être la création du CRIF, où là, on dit qu'il faut que toutes les organisations se focalisent sur le sauvetage des juifs. Deuxième chose, en Israël, le Yishuv. Alors là, il y a beaucoup à écrire, il y aura encore beaucoup à écrire. Dans le Yishuv, on est informé pratiquement au jour le jour de ce qui se passe dans le ghetto de Varsovie, comme je l'écris dans le livre. Les gens implorent leurs familles, leurs frères, leurs amis, des mouvements de jeunesse, de les aider. Le Yishuv fait ce qu'il peut, mais ne fera pas ce qu'il pourra, et comprend en 1943, avec le ghetto de Varsovie, que les Juifs ne peuvent compter que sur eux-mêmes et qu'il n'est pas question de compter sur quiconque pour aider les Juifs lorsqu'ils sont en danger. Et cette philosophie, ça va être en fait le point cardinal de l'État d'Israël. Et on oublie souvent de dire que le 16 mai, le ghetto de Varsovie, 1943, a été détruit. 5 ans plus tard, pratiquement jour pour jour, on crée le 14 mai l'État d'Israël. C'est-à-dire que, et là, ça va être le point cardinal de la politique de l'État d'Israël, aucun juif en danger ne devra pas être secouru. C'est-à-dire qu'il faut faire tout pour aider les juifs. Et je crois que c'est important.
Et puis le rapport des Juifs avec la Pologne, ça va être finalement le point angulaire de on a été abandonné par les Polonais et le gouvernement polonais. Ça va rester pendant très longtemps dans l'idée de beaucoup de gens, alors qu'on sait qu'il y aura quand même des sauvetages, et on n'insiste jamais assez sur le sauvetage de milliers de Juifs par des Polonais. Voilà. Merci beaucoup. Juste avant de passer la parole à Johanna Kubar, juste une question, justement, parce que vous parlez des Justes polonais, qui sont plus nombreux que partout ailleurs, et vous parlez des nombreux catholiques qui, pour une raison ou pour une autre, parfois étant antisémites eux-mêmes, ont fait quand même le lien entre le ghetto et l'extérieur, et ont cherché, est-ce que l'on sait le nombre de gens qui ont été sauvés, exfiltrés du ghetto de Varsovie grâce au réseau extérieur? On a des estimations. Le problème, c'est que il faut comprendre, on parle beaucoup antisémitisme. Mais en dehors de l'antisémitisme, il y a un facteur beaucoup plus important qui régnait dans la société polonaise, c'est l'avidité des biens des Juifs. Et beaucoup de Juifs, non pas des Juifs qui ont été dénoncés par des antisémites polonais, mais les témoignages montrent que souvent, vous avez des Juifs qui sont arrêtés par des gendarmes polonais, qui sont libérés à chaque fois qu'on peut donner un peu d'argent. Et parmi beaucoup de témoignages évoquent également des Juifs qui sont littéralement vidés des derniers argents qu'ils ont jusqu'au dernier moment. Et en fait, quand ils n'ont plus d'argent, quand vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de possibilités. Chose qu'on ne trouvera pas dans d'autres pays. C'est-à-dire que en France, vous n'avez pas ce système de personnes qui va en fait vous aspirer, en fait, prendre tous vos biens. Et je répète cette phrase d'une personne qui me raconte qu'elle est cachée par un Polonais, et ça c'est un des témoignages que j'ai trouvé les plus frappants. Le Polonais qui les a cachés pendant 1 an et demi et qui a été nommé Juste, il lui a dit, à un moment, dans une beuverie, il lui dit « Surtout, ne me dis pas où tu as caché ton or, parce que si tu me dis où tu as caché ton or, j'aurais plus d'intérêt à te garder. » Et donc, c'est ça aussi, c'est plus que l'antisémitisme, à mon avis, c'est l'avidité des biens, et c'est cette aspiration de biens des Juifs en Pologne qui a été un des facteurs de perte de beaucoup de ces Juifs. Alors, beaucoup de Juifs vont réussir à sortir du ghetto, alors en sachant que les Juifs qui vont sortir du ghetto, je l'écris, c'est que par exemple, moi j'étais assez surpris. J'ai travaillé sur la faculté de médecine clandestine du ghetto. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de médecins qui avaient survécu. Et c'était en fait beaucoup de médecins qui avaient été convertis au catholicisme ou des médecins qui étaient très assimilés dans la société polonaise. Donc il y avait un réseau d'amis. Malheureusement, comme je l'explique dans le livre, vous avez les Juifs et les Polonais qui ne vivaient pas ensemble, mais qui vivaient en fait côte à côte. Et c'est vrai que beaucoup de Juifs qui n'avaient pas de réseau relationnel n'avaient aucune chance de s'en sortir. Et n'ont pas eu l'idée de s'en sortir. Merci beaucoup de cette précision qui nous conduit directement au livre de Zofia Kubar, Échappée du ghetto de Varsovie, qui avait été publié d'ailleurs à l'origine sous le titre en anglais de Double identité. Je rappelle simplement que le livre du docteur Alioua est publié aux éditions Diana Lévy et que le livre Échappée du ghetto de Varsovie est collection, l'éditeur est au bord de l'eau, dans une collection que dirige Antoine Spire depuis très longtemps, qui s'appelle Judaïsme. Ce que disait le docteur Alioua me faisait penser immédiatement à un passage de votre mère qui reconnaît absolument toutes les aides qu'elle a reçues, mais elle dit très souvent « j'ai été aidée pour des raisons qui ne sont pas forcément les bonnes », et elle dit « en tout cas, même les gens généreux, on était obligés de voir ce qui n'allait pas », et elle dit « l'occupation allemande a corrompu les esprits ». Et ça, c'est quelque chose qu'elle a senti immédiatement. Et malgré tout, il a fallu qu'elle en tienne compte. Les 2 livres dont on va vous parler maintenant sont des livres absolument inouïs, complètement improbables.
ne serait-ce que par leur commencement. Tout se passe de manière invraisemblable et échappe à toute statistique. C'est pour ça que j'ai interrogé le docteur sur le pourcentage des gens qui avaient quitté le ghetto. Et ça me fait penser, je ne peux pas ne pas y penser, j'aurais voulu là mettre simplement le survivant du ghetto de Varsovie, de Schönberg. Ça m'aurait permis de garder le silence et de vous laisser le temps de méditer. Malheureusement, ça n'a pas été possible et Schönberg est trop oublié. Et Kundera raconte dans un petit livre qui s'appelle Une rencontre un petit épisode. Un jour, débattant du sujet de Varsovie, j'ai demandé à un ami, est-ce que tu connais un survivant de Varsovie? Un survivant? Lequel? Il ne savait pas de quoi je parlais. Et en fait, la méprise est à la fois assez drôle et tragique. Assez drôle parce que, évidemment, le morceau de Schönberg que Kundera tient pour le plus bel hommage aux survivants de l'Holocauste n'a pas et n'a toujours pas l'audience qu'il mérite. Mais le côté plus tragique, c'est que c'est bien beau de savoir qu'il y a eu des survivants, mais les survivants, ça ne sont pas des statistiques, pas plus que les morts. Et donc les survivants, ça ne s'ajoute pas. À chaque fois, c'est une histoire différente. Et vous savez que le morceau de Schönberg se termine sur le schéma Israël, qu'il coupe en plein milieu, et il se termine sur le verset 4-7, et c'est « tu te coucheras et tu te lèveras ». Et pendant les 948 jours du ghetto, il fallait que chacun se couche et se lève avec l'espoir, avec la foi. Schéma Israël, écoute Israël. Et il fallait garder la foi. Or, Zofia Rubinstein, qui est devenue Koubara après la guerre, était une jeune femme très assimilée, qui avait fait des études universitaires brillantes. Elle n'avait pas la foi au sens traditionnel du terme. Je ne sais pas si dans la famille de Yasha Reichhardt, on avait une foi traditionnelle. C'était aussi une famille d'intellectuels, d'artistes, de musiciens. Et en même temps, le nazisme a obligé à se regrouper autour d'une foi, et chaque juif avait sans doute une foi différente. Mais la chose la plus invraisemblable et la plus belle de ce livre, c'est que chacun se savait, à mon sens, du moins c'est ce que j'ai compris dans ces lectures, chacun luttait pour sa vie, mais luttait aussi pour une certaine idée de ce qu'était un juif, mais aussi de ce que c'était tout simplement qu'un homme. Et c'est là que pour chaque juif, chaque destin de juif, il s'agissait de réinventer l'humanité. C'est pour ça que je parlais de Varsovie aux origines du monde. Il y a quelque chose qui renaît dans le judaïsme dès le moment où il a fallu survivre. Alors, Johanna, votre livre est l'un des plus extraordinaires que je n'ai jamais lu. Et la chose la plus invraisemblable aussi, parce que c'est un fait unique, est-ce que vous pouvez nous raconter comment votre mère a réussi in extremis à s'enfuir du ghetto? Je sais simplement une petite chose, vous connaissez tous le grand critique littéraire et historien de la littérature, Reich Ranitzky. Il faisait partie de la même colonne. Il avait été secrétaire d'ailleurs de Tcherniakov. Donc c'était quelqu'un qui était très bien introduit et qui a eu un réflexe inouï. Votre maman a suivi et là, tout a commencé. Merci. Je voulais peut-être d'abord remercier Nathan Weistock pour la traduction et Antoine Spire pour la publication et puis pour l'invitation. Oui, pardon. Parlez un petit peu plus fort. Oui, j'ai oublié naturellement de citer le nom de Nathan Weistock. Tous les yiddishisants et même les autres savent que c'est une véritable légende, qu'on lui doit énormément de choses sur tout ce qui a trait à l'histoire de la Pologne, du monde yiddish, du monde ouvrier. Et ça a été un pionnier. Et je ne sais pas quel âge il a aujourd'hui. Il continue de travailler de manière absolument extraordinaire. Et à mon sens, il est toujours pionnier. Pardon. Voilà, donc ma mère n'a jamais parlé de ce qui s'est passé dans le ghetto. Et même parfois, quand j'insistais beaucoup, elle m'a renvoyé violemment. Et avec l'insistance, elle était d'accord, c'était vraiment presque le harcèlement, elle était d'accord pour écrire ce qui s'est passé du côté arien.
Et donc, juste le premier chapitre concerne le ghetto. Elle était dans la colonne, c'était dans la deuxième action de déportation en janvier, 18 janvier 1943. Je ne sais pas du tout comment elle a vécu jusque-là. Et j'étais reconnaissante pour M. Aliwa parce que ça m'a permis un peu de voir, de comprendre. Et parfois, je lisais et je ne voulais pas savoir, mais maintenant je le sais. Et donc, ma mère était dans la colonne avec Marcel Reich-Ranitzky et sa femme Tosia, et avec l'écrivain Gustava Jarecka, et il y avait aussi une jeune Rachel. Et Marcel y a dit, si on a l'occasion, on s'enfuit. Et donc, ils passaient à côté d'une cave. Ils sont partis. Il a dit, on s'en va. Ils sont partis. Les Allemands ont tiré. Mais ma mère dit, ils ne prenaient pas la peine de gaspiller 4 balles de plus en tirant sur 4 juifs qui de toute façon n'échapperaient pas à leur destin. Et ensuite, elle s'est décidée très rapidement de partir. Elle ne voulait pas que son nez dépende de son destin. Et donc, elle est partie. Elle n'avait pourquoi son nez? Parce qu'en Pologne, tout le monde reconnaît les Juifs. Moi, quand je suis en Pologne, je n'ai pas besoin de dire qui je suis, on le sait. Et ma mère avait la tête juive un tout petit peu moins que ça, à peine. Et en fait, elle n'était pas de Varsovie. Ma mère est de Łódź et elle a fait ses études à l'université de Cracovie, à l'université Jagielloński. Donc, elle a fait juste une année de lycée à Varsovie et elle connaissait principalement la principale de ce lycée, Madame Uklejska, et quelques collègues, quelques filles de sa classe, dont une l'a aidée. Et donc, elle s'est très vite décidée de partir. Et à cette époque-là, le seul moyen de partir du ghetto était de s'engager dans les brigades de travail. Donc, la première fois, elle a mis tous les vêtements qu'elle pouvait. Elle est partie laver les fenêtres rue Narbut, c'est à côté de là où on habitait d'ailleurs, après la guerre. Et elle a laissé, pendant la pause déjeuner, elle a laissé les vêtements chez Madame Uklejska, donc cette principale du lycée. Et la deuxième fois, elle décrit comme quand il rentrait, son étoile n'était pas cousue, elle l'a enlevée et elle est partie, elle a fait partie de la foule polonaise rapidement, et elle a décidé de prendre le tramway, mais elle s'est rendue compte qu'elle ne savait pas combien ça coûtait. Or, à Varsovie, tout le monde savait combien coûte un ticket de tramway. Donc, elle a donné 10 zlotys et a demandé un carnet. Elle savait qu'avec ça, elle était à peu près tranquille, effectivement, ce qui est arrivé. Donc, elle dit, voilà, c'est la vie de... Je n'étais plus Zofia Rubinstein, la vie de Zofia Sielczak venait de commencer. Peut-être... Oui. Non, peut-être c'est juste complètement pour résumer le livre. Et je dois dire que quand ma mère l'écrivait, je lisais, on discutait, après je l'ai lu quand je donnais aux enfants, après la traduction française. Mais en fait, c'est tellement riche que c'est en relisant pour ce soir que j'ai compris encore beaucoup de choses et que j'ai pu dégager des idées. Voilà. Juste une petite précision pour que vous compreniez tout le parcours qui a été fait à la fois par la mère et par la fille. C'est que, donc elle avait 25 ans, votre maman, quand elle est entrée dans le ghetto. Elle en est sortie à 27 et demi. À 27 et demi. Il a fallu ensuite qu'elle survive. Ensuite, elle s'est mariée à Varsovie. La fin du ghetto et la redécouverte de la liberté était quelque chose de profondément
heureux et en même temps navrant et souvent immensément triste. Et elle a choisi ensuite, et alors c'est un des points communs avec la famille de Yashia, c'est qu'elle a fait toute sa carrière dans l'édition de livres pour enfants. Mais elle est restée jusqu'en 68. Donc vous êtes né à Varsovie, vous êtes parti avec elle et votre sœur. Ouais, on a parti séparément, mais enfin, oui, voilà, à la même période. Dans ce moment-là. Oui. Et toujours, pour une raison bien simple que vous savez tous, c'est la campagne antisémite et extraordinairement violente, orchestrée par le Parti communiste pour chasser les Juifs de ce moment-là. Et jusque-là, votre maman n'avait rien écrit. Est-ce que vous saviez quelque chose sur son passé, ou est-ce que c'était quelque chose dont vous évitiez de parler? On n'en parle pas, mais d'une certaine manière, ce n'était presque pas nécessaire de parler. Tout d'abord, on savait qu'on était juif. Je l'ai toujours su, et j'ai un souvenir très précis où j'avais peut-être 3 ou 4 ans, où je l'ai appris, mais c'était un fait. Donc, on était juifs, on habitait au centre de Varsovie, dans un certain milieu. Moi, maintenant, je pense qu'on vivait dans une île à Varsovie. Presque tous les amis de mes parents étaient juifs, pas tous, mais presque. Presque tous mes amis étaient juifs, certains sont là, plus de 60 ans. Et donc, on n'en parlait pas. Mais d'un autre côté, il y avait des livres sur la guerre. Donc, il y avait les livres de Rudnitsky. Il y avait les livres de Vygotsky. On lisait ça. Et on était juifs, on était souvent ensemble, mais sans en parler. Donc, non, je ne savais rien de précis. Mais je savais quand même. Alors, vous aviez quand même dans votre entourage un certain nombre de familles adoptives, de gens qui avaient aider votre maman à un moment ou à un autre, et avec qui elle a gardé des liens extraordinairement forts. J'ai un personnage que je trouve absolument inoubliable et que vous ne pourrez pas ne pas aimer, et qui vous hantera jusqu'à la fin de vos jours, c'est le personnage de Danka. Tout a très mal commencé au début, et c'est devenu l'une des histoires les plus belles de toute cette histoire. Alors, en plus, il y a une chose qu'il faut dire peut-être aussi, c'est que la maman de Johanna, Zofia, était non seulement une intellectuelle, mais elle trouvait non seulement qu'elle avait l'air juif, mais qu'elle avait l'air trop intellectuelle. Et elle dit, il fallait, pour se cacher à Varsovie, il fallait éviter les lunettes. Et elle a une très très belle formule. Elle dit, il fallait dissimuler l'automne qui envahissait mon âme. Tous les soirs, il fallait se coucher, tous les jours, il fallait se lever, et à chaque fois, il fallait, je ne dirais pas simuler, il fallait vivre au fond un espoir et se dire « je survivrai », et compter sur des rencontres. Alors, toutes les rencontres sont plus extraordinaires que les autres, les unes que les autres. Il y a Danka, qui est une petite jeune femme d'un courage et d'une témérité extraordinaire. Il y a un comte qui est un homme immonde et qui en même temps lui tend la main une fois, mais avec une perversité absolue. Il y a un vieux gendarme dans les bras duquel elle se précipite quand les gens lui veulent la faire chanter. Toutes les circonstances sont invraisemblables et à chaque fois, elle sait en tirer le meilleur avec un instinct et une sûreté qui est extraordinaire. Et l'une des choses, alors c'est le point commun de tous les livres, le docteur Alioua nous a montré qu'il ne fallait pas faire d'angélisme quand on parlait du ghetto. Et là, de la même façon, il y a des pages extraordinairement justes qui sont cruelles par la force des choses, mais pas par le désir de blesser. C'est simplement que dans ces circonstances-là, votre maman voit la faiblesse des gens, leur lâcheté, y compris dans sa propre famille. Parfois, il y a notamment un portrait d'une cousine qui est glaçant. Mais aujourd'hui, je vous ai promis que vous aurez le sourire. Donc, on va parler davantage des êtres de lumière qu'elle a rencontrés. Un être vraiment de lumière, c'est
c'est Madame Ukleiska. Mais il faut dire, ma mère a gardé des relations avec plusieurs des personnes qui l'ont aidée. Par exemple, bon, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, il y a Madame Ukleiska, et ces personnes-là, je les connaissais. C'est-à-dire, on allait les voir, elles venaient nous voir. Donc, il y a Madame Ukleiska, il y a Danka. Il y a Danka qui habitait, donc pas à Varsovie, mais à Łódź, qu'on appelait Ciocianuna, et donc, elle venait nous voir, nous allions la voir. Et aussi, quand j'habitais déjà en France, je l'ai invitée chez moi à Nice. Et c'est pour elle que ma mère a obtenu la médaille de Juste parmi les nations. Et ça a très mal commencé. En fait, c'était une rencontre complètement fortuite. Ça commence comme ça. Ma mère rentre chez elle, chez une logeuse, qui lui dit il y a un policier qui est venu voir. Il paraît qu'il y a 2 officiels, chaque avec la même date de naissance, le même date et lieu de naissance. L'une d'entre elles est juive. Et donc, si je lui ai dit que tu n'étais pas juive, mais si tu es juive, pars. Moi, je t'aime comme ma fille. Ma mère l'a dit tellement mieux. Donc, j'ai tenté de prendre l'histoire à la rigolade. Tante Agnella n'a pas trouvé cela drôle du tout. Je l'ai assuré que tu n'étais pas juive, que tu étais une brave fille catholique. La pauvre cherchait désespérément à s'en convaincre, elle-même aussi bien que les policiers. Et donc, elle a dit, ma chère enfant, si tu es polonaise et catholique, reste auprès de moi. Je t'aime comme si tu étais ma propre fille, mais si tu es juif, prends la fuite. Puisse le Seigneur Tout-Puissant te bénir et te faire bénéficier de sa miséricorde. Et donc, ma mère est partie, telle qu'elle. S'il était resté une demi-heure de plus, elle serait arrêtée par les policiers. Donc, elle se trouve sans rien, sans logement, et il faut trouver quelque chose. Donc, elle voit une personne, deuxième personne. Elle se rappelle une vague connaissance qui était le petit copain d'une jeune fille à qui elle donnait des cours particuliers. Elle va le voir. Et lui, il a une amie, c'est Danka. Et Danka accepte d'abriter ma mère. Et donc, vous faites référence à cette première rencontre qui se passe très mal. Donc, le matin, le soir, elle ne parle pas beaucoup. Le matin, Danka part à Varsovie, parce que c'était aux environs de Varsovie, à Radoš. Ça paraissait un endroit idéal, loin de gens. Et donc, Danka part au travail et ma mère se met à nettoyer pour faire plaisir à Danka. Danka arrive, jette un regard et sans prononcer un mot, retrousse ses manches et se met à nettoyer pour dire à ma mère qu'elle est nulle pour nettoyer. Et ma mère était extrêmement blessée et elle se demande comment, après 2 ans et demi du ghetto et tout ce qu'elle a vu, elle pouvait être si blessée, son amour-propre pouvait être si blessé pour une si petite chose. Mais elle dit qu'elle a compris, peut-être là, ou peut-être en écrivant le livre, ça je ne sais pas, que le self-esteem, la dignité dépendait dans des petites choses aussi. Et ensuite, elles sont devenues amies. Danka venait d'un milieu où sa marâtre battait son père. C'était un milieu pauvre, épouvantable. Et ma mère était la première juive que Danka a rencontrée. Et elle a imaginé que tous les juifs sont comme ma mère, gentils, éduqués, délicats. Au bout de quelques jours, elle a dit à ma mère, tu sais,
laisse tomber le nettoyage, repose-toi, Élie, prépare tes leçons, ma mère donnait des cours, et moi je vais faire le ménage. Et la grande amitié a commencé. À un moment, Danka a dit à ma mère que quand ma mère était de nouveau en danger, Danka a dit, je vais aller témoigner à la Gestapo que tu es ma sœur. Bon, c'était une idée folle, bon, elle a compris. Et donc, Danka est devenue Tchetchanouna pour nous, pour notre famille. Il y a une scène d'ailleurs qui est très belle quand elles vont au cimetière et Oui. que subitement, alors évidemment il y avait les faux papiers d'identité, elle avait un faux nom, et puis elles se rendent toutes les deux au cimetière et Danka attire l'attention de votre maman. Oui, elle voit la tombe, de la petite Zofia Shelchak. Donc c'est de cette jeune fille que ma mère portait le nom. Et en fait, ce qui s'est passé, quand les prêtres donnaient des certificats de naissance aux gens pour faire des faux papiers, normalement, ils devaient marquer que ce certificat-là, il était déjà utilisé. Quelqu'un a oublié de le faire. Et comme ça, il y avait 2 juifs, Sofia Shelchak, du même nom, à Varsovie. Voilà, donc c'est l'un des cas aussi, donc par la force des choses, où un mort a sauvé un vivant. Et c'est encore l'une des invraisemblances, mais l'une des choses absolument sublimes. Mais à toutes les pages de ce livre, vous avez des histoires de cette nature. Je pense que c'est vrai qu'il fallait une imagination perpétuelle pour se sauver. Et il y avait les maîtres chanteurs. Donc, il y avait, elle dit à plusieurs reprises que le philosémitisme de certains l'inquiétait, parce qu'on jugeait les juifs souvent plus intelligents, ils avaient forcément de l'argent, et que donc d'une manière ou d'une autre, on les guettait pour essayer de leur extorquer le plus de choses possible. Donc l'anecdote que le docteur a citée est quelque chose qu'on retrouve régulièrement, et d'une certaine manière, on le retrouve aussi dans le livre de votre maman. Il y a aussi des gestes d'un courage et d'un naturel absolument invraisemblable. Et donc, il y a des rencontres imprévues. Et je crois que l'une des plus belles scènes aussi, c'est quand votre maman, escortée par des maîtres chanteurs, se jette dans les bras d'un policier. Et elle arrive à se sauver dans des conditions... Donc, vous pouvez nous raconter cet épisode-là? Oui. Je crois que tout commence quand elle veut faire un cadeau à... C'est ça, elle veut faire un cadeau et donc elle se trouve au coin de Marszałkowska et Świętokrzyska et pour voir le prix, elle met les lunettes. Dès qu'elle a mis les lunettes, il y a un couple de maîtres chanteurs qui lui dit « Vous êtes juive, donnez-nous l'argent ». Et donc... elle a essayé de dire qu'ils se trompent, enfin de négocier avec eux, mais elle a vu que c'était pas possible. Elle n'avait pas d'argent et elle dit je me trouvais dans un curieux état d'esprit. J'étais envahie par la fureur plus intense que ma peur. Il était totalement irrationnel de s'attendre à de l'aide de la part d'un policier. J'aurais dû appeler mes amis, ils auraient probablement trouvé un peu d'argent pour me sauver. Je me suis décidée rapidement et je me suis comportée à la manière d'une proie qui se jette entre les griffes d'un lion affamé. Je me suis mise à courir en direction du policier. Quand mes persécuteurs abasourdis m'ont rattrapée, je lui parlais hors d'haleine. Ces gens sont des maîtres chanteurs, ils disent que j'étais juive, ils veulent de l'argent. Et donc, une foule s'est réunie, une foule qui n'avait rien d'amical. C'était une foule qui était très hostile. Peut-être il y avait même des maîtres chanteurs parmi eux. Mais ma mère a réussi à inverser les sentiments de la foule en faisant appel à l'esprit patriotique et en leur faisant honte, comment vous pouvez, comment ces gens peuvent ne pas avoir honte, collaborer avec les Allemands. Et donc, elle a fait appel à l'esprit
à l'esprit patriotique des Polonais. Et les maîtres chanteurs sont partis. Et donc, il se trouve avec le policier qu'il dit, en fait, j'aurais dû vous demander de me présenter votre carte, me dit-il. Je tendis la main vers mon portefeuille, mais il secoua la tête. Mais je ne le ferai pas, ajouta-t-il. Ce que je lisais dans ses yeux, c'était « Nous le savons tous les deux ». Il me serra la main avant de partir. Voilà, c'est... Oui, le danger de mort était quotidien, était permanent, il était imprévisible. Donc, évidemment, il fallait avoir une bonne apparence physique. Il fallait surtout parler un polonais parfait. Et ma mère raconte d'ailleurs comment, en enseignant et en se promenant à Varsovie, elle aussi, elle apprenait le slang polonais et le slang varsovien pour être vraiment une de la foule. Et voilà, parfois, elle dit le contrôle de soi était une nécessité. Parfois, il s'avérait plus important pour la survie que le fait de posséder de l'argent, d'avoir une apparence extérieure aérienne. Mais une fois la crise passée, j'étais complètement anéantie. Voilà, complètement anéantie. On sent qu'à la fin de la guerre, elle l'est totalement. Elle n'a plus beaucoup d'énergie. Il y a une scène très belle, très touchante, très bouleversante où elle voit des juifs dans la foule, elle refuse de les reconnaître et elle détourne le regard. Elle est ensuite, elle se dit, elle a assisté à des tas de choses, notamment des dénonciations. Elle sait quels sont les assassins, quels sont les gens qui ont livré à la Gestapo. Elle refuse de le dire. La seule victoire qu'elle s'accorde, c'est d'aller à la porte de Brandebourg et de voir Berlin en ruine. Et là, c'est le seul soulagement intime qu'elle s'accorde. Peut-être que nous pourrons lire juste après, en fin de séance, ce passage absolument bouleversant. Mais on sent qu'ensuite, il a fallu des années et des années pour se reconstruire, croire à la vie, même si elle se marie relativement vite et qu'elle a 2 enfants et qu'elle vit en Pologne une 20aine d'années. Le 3e livre que nous allons vous présenter, c'est le livre de Yashia Reichardt, 15 voyages de Varsovie à Londres, 40-45, aux éditions de la revue Conférence. Les éditions de la revue Conférence ont 10 ans. Le livre paraît dans une traduction de Haute de Saint-Loup et une nouvelle collection qui s'appelle Théamim, dans laquelle il y aura un certain nombre de livres sur les cultures juives. Yashia Reichardt, je suis un petit peu gêné de vous la présenter parce que c'est une véritable légende de l'art moderne. C'est quelqu'un qui a écrit une masse de livres absolument invraisemblable et qui est une critique très fine, une galeriste, une architecte. C'est quelqu'un qui a multiplié les vies, les noms. Alors, je vous donne juste une petite explication sur 15 voyages. 15 voyages de Varsovie à Londres, elle va vous expliquer ce que c'est. Il me semble que dans le titre manque une ville, mais qui ne fait pas partie de ces voyages. C'est Lisbonne. Lisbonne où était l'un des personnages centraux. Et puisqu'il s'agit de Lisbonne, je vous dirais simplement que va paraître dans 1 mois aux éditions Chandaigne un livre absolument exceptionnel, remarquablement écrit, qui mélange l'histoire intellectuelle et l'histoire personnelle, et qui montre à quel point cette ville, avec son sourire triste, comme dit, je crois, Saint-Exupéry, a été le poumon de l'Europe. Et sans doute la famille Reichardt, puisque c'est le nom sous lequel vous avez publié ça, mais vous verrez que Yashia a un nombre incalculable de noms. Sans doute la famille de Yashia n'aurait pas survécu, puisqu'elle a reçu, je crois, 130 colis, la plupart transitant par Lisbonne et ou étant envoyés de Lisbonne. Et c'était la plaque tournante. On n'a pas parlé des conditions de réception du courrier dans le ghetto, mais c'était quelque chose d'extraordinairement difficile. Beaucoup de colis passaient par la Croix-Rouge. Les nazis avaient eu cette pratique immonde et invraisemblable que pour recevoir un colis, il fallait payer. Et donc les gens les plus miséreux étaient obligés de payer quand ils attendaient une petite aide ou des nouvelles des leurs. Et ben, même les
yiddish qui avaient été embauchés ne pouvaient pas, sous peine de risquer leur place, leur donner les colis. Donc vous imaginez la torture permanente. Et bon, tout le ghetto était fait pour ça, aussi bien sur le plan médical, mais il n'y a pas un domaine dans lequel tout n'était pas organisé pour faire souffrir. Quand vous rentrez dans le ghetto, Yashia, vous parlez, vous expliquez l'avalanche des interdictions, des directives, et vous dites cette chose que je trouve parfaite. Il n'y a pas un mot à rajouter. Je sais maintenant que je suis juive. Vous aviez 6-7 ans. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce que c'est. Personne ne m'explique ce que signifie être juif. On est obligé d'être juif, demandai-je à ma mère, pleine d'espoir. On ne pourrait pas être autre chose. Mais cela ne semble pas être une question de choix. Et à ce que je vois autour de moi, être juif ne paraît vraiment pas être une bonne chose. On avait présenté ici, il y a quelques semaines, un petit livre de Moshe Flinker, un petit adolescent néerlandais, qui disait la même chose. Il disait « Ah oui, je suis néerlandais, je suis protestant. Oui, malheureusement, monsieur, on peut tout être et en même temps être juif. Tous ces enfants le découvrent en même temps. Ils ne savent pas ce que c'est qu'être juif, d'autant que la famille de Yashia était une famille d'intellectuels, d'artistes, de musiciens très intégrés, pour qui la notion de judaïsme, au sens religieux du terme, me semble-t-il, avait pas forcément une grande importance, pas au sens traditionnel. Alors, Yashia Richard, le livre est d'une facture exceptionnelle. C'est de manière tout à fait inattendue. Le livre a été écrit très tardivement, quand votre tante, chez qui vous avez été élevé après-guerre, vous donne peu de temps avant sa mort une petite boîte dans laquelle il y a 15 lettres, 15 lettres, mais finalement toute l'histoire du ghetto est 15 lettres et 31 cartes, qui sont publiées intégralement là. Et vous les commentez. Alors, quels sont ces 15 voyages? Parce que 15 voyages pour aller de Varsovie à Londres, même en 5 ans, ça fait beaucoup. People ask me, what is the meaning of the title, 15 Journeys? After all, you were in Poland and then you come to London. What does this mean? Well, each journey is a short distance which I move from one place to another. I didn't actually start counting the journeys until the third one. The first journey was from my home in Warsaw on the street called Beautiful to the ghetto. The second journey was my escape from the ghetto to another ghetto in the country, to a small town of Otwocz, where there was a hospital called Zofiówka for neural diseases, and which at one time was run by my uncle's sister and her husband. But when I escaped from that ghetto under a barbed wire, and I was for the first time on my own, I started counting the journeys. So that was my third journey. Other journeys could have been from one building to another, from one street to another, but it meant some kind of movement which either was a good thing or was a dangerous thing. The last journey, the 15th journey, was, of course, when the war finished in 1946, in January, to London. What I should tell you about the book is that it consists of 3 parts. The first part is my life in Warsaw, at home, with my family,
very happy, an ordinary childhood. My mother is an illustrator and a pianist. My father is an architect. And I go to a preschool, which is French, because my parents would like me to live in Paris with my aunt and uncle, Francisca and Stefan Temerson. So this life, I don't particularly like the school, but I'm very happy because I have a very particular cupboard, which was built for me by my father. This cupboard is my world. It has shelves, it has cubby holes, it has drawers, and it has a wardrobe and a desk. On top of the desk, I have a theater, of course, made out of cardboard. On the shelves are decorations, but under the desk is my library. I collect magazines for children with illustrations by my mother and my aunt. And so this is my world, and everything is going very well. The second part of the book is about the ghetto. It certainly is not a happy time, it's a difficult time. I tried to explain yesterday that it wasn't abnormal. It was still a normal time because a child gets used to things. The third part of the book is my childhood in England. It's also a difficult time. I mean, you could say, again, it's normal, but here is a Polish child that has been used to very extraordinary events and a difficult life, thrown without a language into a boarding school with a lot of foreign children who, like her, don't speak English very well, or not at all. So there are these three parts to the book, and it's a story, and it doesn't have any particular opinions. It doesn't have any theories. So it simply describes what is happening. Somebody asked me after the English edition of the book was published, why did you write a book that makes people cry? I said, I'm sorry, that wasn't my intention. It's the fault of the readers, the fault of the publisher. And indeed, it was not my intention, and I have simply tried to tell this story in as simple way as possible, as seen by a child. And this story takes 6 years, really, from before 39, of course, my childhood, until the age of 12, when I arrive in London. So that's my book. It's quite short. Of course, the important thing about the book are the documents. The documents consist of the letters of my mother and my grandmother to my aunt, Francisca Temerson, first of all in Paris and then in London. There are also other documents. There are some photographs. There is a postcard which I receive from my godmother when I become christened. And then there is another card when I go to my first communion. As you can see, I tried to fit in. And that's what I did throughout all these adventures.
Eva Hoffman said to me, "You are the most pragmatic person I know." So that's all I have to say. Merci beaucoup. Je vous reprendrai sur un point. Vous parlez des pleurs. Il y a des pleurs, il y a beaucoup de sourires, pour une raison qui est très claire. Peut-être Yasha vous parlera de la famille Temerson, son oncle et sa tante, qui l'ont recueilli à Londres. Son grand-père était un peintre tout à fait remarquable. La peinture que l'éditeur français a choisie pour la couverture, c'est Jacob Weinles. C'est une toile qui a été conservée. Respire la beauté, la douceur. On y entend la musique de Chopin ou les jeux d'enfants de Schumann. Et Yasha raconte que quand sa maman la sortait dans le ghetto, elle lui mettait la main sur les yeux. Jean-Marc Dreyfus, dans la préface qu'il a donnée, le grand historien que vous connaissez, dans la préface qu'il a donnée à ce livre, se dit très touché par ça. Mais il faut en tirer les conclusions de ce... C'est que tout l'effort de la maman, du père à distance d'abord, de la grand-mère, c'était pour que Yasha garde de la vie une certaine douceur, qu'elle garde le goût des belles choses, de la lumière, et que Yasha puisse avoir un semblant de vie normale. Et donc tout a été fait pour que pendant que la mort se répandait tout autour, elle puisse apprendre, s'initier à la culture, découvrir les choses, apprendre à jouer de la musique, et puis lire. Yasha est une dévoreuse de livres, et c'est aussi une enfant visiblement douée d'une immense imagination. Et vous racontez des scènes qui sont très très drôles. Quand c'est une histoire qui est arrivée à de nombreux enfants juifs, c'est-à-dire vous avez été convertis, vous avez été baptisés, et l'histoire chrétienne vous a tellement plu que vous vous êtes mis à inventer des histoires de saints. Alors vous avez raconté d'abord des histoires de vrais saints, et puis ensuite, comme il n'y en avait pas assez, vous en avez raconté, et visiblement, vous étiez insatiable. Donc c'est une partie du livre qui est assez émouvante, drôle, et puis qui montre à chaque fois comment un enfant se réinvente, et grâce à ce que lui apportent les parents. Alors les parents, vous l'aurez deviné, ça occupe très peu de place ici. Le père qui était engagé, je crois, dans la Légion en France d'abord, il est... Non, ça c'est... Pardon, excusez-moi, je fais une confusion. Ça c'est... Stéphane. C'est Stéphane, c'était l'oncle. Le père était en Pologne, il est rentré dans le ghetto pour organiser votre... échappement. Voilà, votre évasion. Oui. Et donc, vous n'avez jamais dit au revoir? Non. Ni à votre maman? C'était très difficile, alors j'ai évité de dire exactement. Au revoir. Voilà. Et vous n'avez pas davantage, donc vous êtes sorti du ghetto dans une ambulance avec votre grand-mère. Oui. Et vous avez tout de suite deviné qu'elle ne vous suivrait pas, que vous devriez survivre toute seule. Oui. Vous vous rendez compte, une petite fille alors âgée de 9 ans, à qui on donne des consignes et qui prend le bus, qui prend le tram, qui va frapper aux portes. Il y a des gens qui ne répondent pas, etc. Et toujours avec une belle énergie. Et là encore, les adieux avec la grand-mère ne se font pas. La grand-mère, vous avez deviné qu'il y avait une carafe et vous vous êtes dit, il doit y avoir quelque chose là-dedans qui abrégera ses jours. Et là encore, tout ça, ce sont des scènes que l'on devine. Oui. Il y a 3 lignes. Et on devine que le plus beau cadeau que vous ont fait tous vos parents, c'est vous donner cette énergie pour survivre. Et alors, ils vous ont donné aussi, je ne sais pas comment vous l'avez fait, vous allez nous l'expliquer, parce que Yasha, non seulement a fait 15 voyages, mais je crois que si on compte vos noms, vous avez dû en avoir à peu près autant. D'où vient ce... Alors, il y a la nécessité de se cacher et de se réinventer.
mais je crois que vous avez poussé cette tendance très très loin. People ask me, how come you have so many names? So, well, first of all, of course, it was necessary. So my real name, Jasia Haikin, had to be changed for a typically Polish name for a female ending with SKA. So I became Cegłowska. Cegłowska, that's derivative of the word brick, and this was given to me by colleagues of my father, architects, so they thought brick was probably suitable. When I was christened, I decided to choose the most Catholic names I could find. So it was still Maria. It was still Janina from St. John, who, after all, was the saint of christening. And the third name was Teresa, which was also a very good Catholic name. And of course, I knew what sort of names and surnames were suitable. But I got used to having many names. And when I was working my first job as an art critic, at which I had to write many articles for a fortnightly art newspaper on different subjects of art, I had eventually 7 pseudonyms. And these names were specialists. So, for instance, one name wrote articles about sculpture, other name wrote articles about graphics, and so on. These were names invented by me, and nobody seemed to object or discover this. Anyway, the reason why I had to write so much is because I was assistant editor of this paper, and to employ art critics from outside, one would have to pay them, and I would write as many as were required. So, and this has somehow stuck. So there it is. I think I've said enough. Yes, thank you. Je suis très très touché de ce que vous venez de dire et je mesure le cadeau que vous nous faites. Il faut imaginer que jusque dans les années 80, fin des années 80, je crois que Stephen Temerson, quand vous étiez toute jeune, vous avez dit « Regarde devant toi, ne te retourne pas sur le passé ». Oui. Vous l'avez fait obstinément et je soupçonne qu'il vous a fallu des décennies pour arriver à parler du ghetto à d'autres, même si inévitablement, mais je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, c'est quelque chose qui devait vous hanter en permanence. Oui. Voilà. Voilà. Je crois que c'est la seule réponse et je n'insisterai pas davantage. Je crois dire quelque chose. Oui. Je vais donner la parole. Je vous donne la parole tout de suite. Non, mais je trouve que vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est vous avez réussi à sortir du ghetto dans une ambulance. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il y avait un réseau de médecins polonais qui permettait la sortie des personnes du ghetto en voiture par ces ambulances. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que finalement, le nombre, j'ai recensé que 52 médecins polonais ou étudiants en médecine qui étaient justes, ce qui est très peu par rapport aux 7000 justes. C'est-à-dire que, en fait, on aurait pu penser qu'il y avait beaucoup plus de médecins, mais là, ce qui est assez intéressant, c'est que pour faire un réseau avec une ambulance, il faut qu'il y ait des infirmières, il faut qu'il y ait des médecins, il faut qu'il y ait des étudiants en médecine, il faut qu'il y ait des administratifs, bref, toute une infrastructure. Quant aux deuxième chose intéressante que vous avez dit tout à l'heure, le type juif, également, c'est probablement la seule caractéristique et c'est le seul pays, puisque j'ai travaillé sur tous les justes médecin, comment on utilise son métier de médecin pour aider, et non pas en cachant ou en faisant de faux papiers. Ce qui est assez intéressant, c'est que la Pologne, c'est le seul pays en Europe dans lequel vous avez des
médecins qui ont été nommés justes, non pas pour avoir caché des juifs, non pas pour leur avoir donné des papiers, des faux papiers, mais parce qu'ils ont réalisé des interventions chirurgicales telles que la réalisation de rhinoplastie avec Jerzy Trojanowski. C'est-à-dire qu'il y avait des chirurgiens esthétiques qui ont travaillé très fort pour faire des nez moins juifs, chose qui n'existait pas en France, c'est-à-dire ni en Italie, ni en Allemagne, ni n'importe où. Et deuxièmement, il y avait une autre spécialité de quelques chirurgiens à Varsovie, c'était des gens qui faisaient des opérations de prépuce, c'est-à-dire qui prélevaient de la peau pour réaliser en fait des interventions visant à masquer les signes de la circoncision. Évidemment, ces interventions, et là on le voit, quand vous avez les justes, vous avez la personne à qui c'était souvent des médecins qui aidaient d'autres médecins. Voilà, c'était des deux réflexions intéressantes par rapport à mon métier. Alors, juste avant de passer la parole à la salle, je crois que Johanna a de petites observations à vous faire. Oui, j'ai lu vos livres, les deux, avant ce soir. Vous avez dit tout à l'heure un nom, et quand je lisais dans chacun de vos livres, je trouvais quelque chose qui faisait que je me suis sentie proche et qu'on était immédiatement une famille. C'est très bizarre, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors, je vais vous lire un petit passage et vous allez retrouver quelqu'un que vous connaissez, un médecin. Alors, ma mère se casse une jambe, c'est une bousculade à la sortie d'un tramway, c'est désagréable de se casser une jambe, mais dans des conditions du ghetto, c'est assez dramatique. Il se trouve un jeune conducteur de train qui la transporte dans les bras. Elle arrive dans une clinique et l'infirmière lui dit qu'il faut payer. Ma mère n'a pas un sou. Elle commence à faire un boucan et l'infirmière crie et ma mère crie encore plus fort. Et il y a un médecin qui sort de la salle d'opération et pour demander ce qui se passe. Et donc, ma mère dit la chose suivante. Mon instinct me disait que ce médecin à la chevelure bizarre était quelqu'un de bien. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et il m'a posé un plâtre jusqu'au genou en me disant de venir le trouver à son domicile la prochaine fois que j'aurais besoin de secours. Je commençais à croire que j'étais née sous une bonne étoile. Chaque fois quand je me trouvais dans le pétrin, quelqu'un venait à mon secours. Je confiais au docteur Trojanowski, Andrzej Trojanowski, que j'étais juive. Je l'avais tout de suite deviné, dit-il. Pas d'argent, nulle part où passer la nuit, une situation désespérée. J'eusse été surpris que vous ne fussiez pas juive. Et ma mère raconte, après la guerre, docteur Trojanowski lui disait « Ça valait bien de réparer votre jambe parce que j'ai sauvé votre tête. » Voilà. Et pour Yasha, dans les premières pages de son livre, je découvre que son père, donc votre père, était l'architecte d'un quartier de Varsovie où il se trouve que une des maisons où ma mère était cachée se trouvait dans ce quartier-là qui s'appelle Koło. Donc je me suis trouvée en famille un peu. Voilà. On va passer la parole à la salle. Si vous avez des questions pour l'un des intervenants ou les trois, nous sommes à votre disposition. Monsieur ? Oui, je m'adresse à Monsieur Aligua. J'ai lu votre livre il y a 15 jours déjà. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très intéressant. Et la question qui m'intéresse, quand on parle du ghetto, on pense, enfin, j'ai pensé aussi aux Juifs allemands qui n'ont jamais voulu croire, enfin ceux qui sont restés, qui n'ont jamais voulu croire que ça se passerait mal. Bon, et je pense qu'il y a eu beaucoup de gens, à bien vous lire, il y a eu beaucoup de gens aussi qui ont cru que le pire n'arriverait pas. Alors, pour ce qui concerne les réactions du ghetto, évidemment, on a une sympathie immédiate pour ceux qui se sont rebellés. Mais ma question n'est pas celle-là. Je veux dire, je pense que vous avez dû vivre, pour écrire ce livre, vous avez dû vivre dans le ghetto quasiment. Et alors, ma question, c'est, est-ce que vous avez pu éprouver de l'empathie ou pas pour ces gens à qui on a souvent fait le reproche de s'être laissé faire?
Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui... on a même exprimé du mépris pour eux. Je voudrais savoir, vous, ce que vous en pensez. Écoutez, moi, je suis d'une... malheureusement, ceux qui sont partis ne sont pas là, malheureusement, pour témoigner. Et ça, c'est un des grands problèmes de la littérature concernant la Shoah. C'est seuls ceux qui ont pu témoigner ont pu avoir certaines... Enfin, malheureusement, on a toujours une vision très tranquille. Mais à travers ce que j'ai étudié dans le ghetto, tout à l'heure, et par rapport à ce qu'elle dit, Jazia, je pense à toutes ces mères, tous ces pères, je pense à tous ces parents juifs qui se sont retrouvés enfermés dans le ghetto avec leurs enfants et qui, eux, considéraient qu'ils étaient juifs et ils ne comprenaient pas que leurs enfants, eux, avaient eu une enfance et ils voyaient que leurs enfants n'avaient pas d'enfance. Moi, je reste toujours triste quand je repense des fois à tous ces enfants qui étaient dans le ghetto et qui ont monté au dernier étage de certains immeubles pour voir la ville polonaise. Et ça renvoie parfois, quand vous dites vous vivez dans le ghetto, vous pensez parfois à la vie à Paris ou à la vie de ces enfants juifs. Et quand je pense à ma mère qui vous dit que pendant toute la guerre, sa mère lui racontait Pépé le Moko. Sa mère avait vu avant la guerre Pépé le Moko et Quai des Brumes. Et pendant toute la guerre, elle lui racontait ce que c'était qu'un film, parce qu'un enfant juif n'avait pas le droit de voir ça. Au début de la guerre, son père l'amenait au Jardin des Plantes et l'a monté de plus en plus haut sur ses épaules pour qu'elle puisse voir un animal, ou près du bois de Vincennes, les quelques animaux qu'on arrivait à voir. Et je crois que c'est ça aussi, c'est ces enfants qui n'ont pas pu, ou les parents n'ont pas pu leur donner ce que eux avaient reçu. Et c'est vrai que malheureusement, et ça aussi c'est quelque chose d'important, quand on lit les témoignages de tous ceux qui ont été déportés, beaucoup de gens auraient pu survivre, mais n'ont pas voulu survivre parce qu'ils voulaient rester ou avec leurs parents, ou avec leurs frères, ou avec leurs enfants. Et je crois que ça, on l'a jamais assez dit. Et un des témoignages, parce que c'est vrai qu'on lit les témoignages, ce témoignage terrible, mais qui ne se rapporte pas au ghetto, et que je trouve, c'est un médecin qui s'appelle Eli Cohen, qui est un médecin juif hollandais, qui raconte que son fils a mal aux oreilles, a une angine. Et son fils, qui a vécu dans Amsterdam et puis après à Westerbork, son rêve, c'était de voir les vaches, les prés. Et dans le train qu'il mène à Auschwitz, il interdit à son fils de regarder par la fenêtre pour pas qu'il attrape froid aux oreilles. Parce qu'on est en hiver. Et il dit, ma pire... chose que j'ai, c'est le sentiment de culpabilité de ne pas avoir laissé mon enfant voir une dernière fois au moins les vaches, si j'avais su ce qui allait se passer. Voilà. Et donc, pourquoi je vous raconte ça, c'est que finalement, j'ai beaucoup de tristesse pour tous ces gens qui ont disparu, malheureusement, et cette souffrance parce qu'ils n'ont pas voulu se séparer de leurs enfants. Tous ces gens qui n'ont pas voulu se séparer de leurs proches et qui auraient pu survivre. Et je crois que ça, c'est quelque chose de terrible. Oui, mais en même temps, c'est de l'héroïsme pur, parce que vous parliez de la question, on a parlé des questions de lâcheté. Alors, moi, j'avoue que je suis très sensible à cette question-là, tout simplement parce que, finalement, on ne dit pas assez la Bible, et on sait que, comme les moutons à l'abattoir, c'est dans la Bible, c'est dans les psaumes, c'est dans Isaïe, et il ne faut pas aller chercher ailleurs. Après, l'héroïsme tranquille des parents qui sauvent leurs enfants, l'héroïsme tranquille de tous les gens qui sont rentrés spontanément dans le ghetto pour les sauver, tous les gens qui ont passé leur vie à essayer de donner une enfance, même s'ils savaient que l'enfance serait très courte, l'héroïsme tranquille des rabbins qui ont décidé, alors qu'ils pouvaient s'enfuir, de rester et d'accompagner les leurs, et puis toute cette génération absolument extraordinaire, parce qu'on peut toujours, et il y a des historiens qui en discutent, quel a été l'impact de l'insurrection du ghetto de Varsovie militairement, sans doute, il n'a pas été très important. Symboliquement, dans toute l'Europe, ça a été un soupir de soulagement, ça a rendu l'espoir à des générations entières. Et qui étaient ces jeunes gens? Alors, il y avait tous les âges, mais Anielewicz, le patron de l'organisation juive de combat, il avait quel âge? Il avait 23 ans. 23 ans. C'était un jeune homme qui n'avait pas eu le temps de vivre, qui a consacré toute sa vie. Et il faut être d'une autre époque et être très loin. Saul Friedlander a écrit des choses admirables là-dessus. Vous en avez évoqué un petit peu entre les Yishuv et la Pologne. Il y avait une espèce de divorce, et certains Polonais qui ont survécu ont eu du mal, qui ne sont pas devenus sionistes, précisément parce qu'ils ont eu le sentiment que les Juifs du futur Israël n'étaient pas présents à ce moment-là. Donc il y a eu des polémiques immenses.
Je pense que maintenant, il est temps simplement de reconnaître l'héroïsme au quotidien, l'héroïsme militaire. Il y a eu absolument toutes les formes d'héroïsme dans le ghetto de Varsovie, même si, on l'a vu, il y a aussi des formes de lâcheté, des formes de collaboration. Mais nous qui sommes là, tous ceux qui ont survécu, qui sommes-nous pour leur jeter la pierre et utiliser des mots que... Voilà. J'ai une des histoires les plus poignantes, c'est l'orchestre, un des orchestres d'Auschwitz. Et à un moment, il y a un témoignage, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent on peut partir, et non, ils disent non, on va rester tous ensemble, on va monter tous dans le wagon, parce que qui pourrait sacrifier un orchestre? Et donc, ils montent dans les wagons avec leurs clarinettes, leurs trompettes, parce que pour eux, c'est inimaginable. De la même façon qu'il y a les portefaix. Les portefaix qui ont un rôle très important à Varsovie, qui sont des brutes, des contrebandiers. Ils décident en fait de monter tous ensemble, pratiquement de partir tous ensemble au même moment, parce qu'ils se disent, à tous, on a toujours eu toutes les bagarres, à tous, on arrivera à se bagarrer. Donc je pense que c'est cette idée aussi, et puis cette idée, je crois qu'on a oublié aussi beaucoup, et ça c'est peut-être ce qui est terrible, c'est que probablement c'est cette idée que à partir de 1943, on sait que la guerre va être perdue par les Allemands. Et à partir de 1943-44, c'est vrai qu'en France, on aura un changement même dans l'attitude vis-à-vis des Juifs. On dénonce pas aussi. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu la libération, mais je rappelle que c'est vrai que les Russes sont encore très proches. Enfin, on sait que ça va être bientôt la libération vers 44. Et pourtant, il y a encore des Juifs qui sont obligés de cacher leur judaïsme, de se cacher complètement. Ça, c'est terrible aussi, je pense. C'est cette idée de pas savoir quand est-ce que ça va se terminer. Vous voulez répondre? Oui, pour l'exemple de comment les gens ne voulaient pas se séparer de leurs enfants, c'est Gustava Jerecka qui est avec ma mère et Ranitsky. Elle refuse de s'enfuir parce qu'elle avait deux petits-enfants dont ma mère dit les prénoms. Elle était morte étouffée sous une pile de corps dans le wagon. Et pour l'antisémitisme, ce que dit ma mère, je ne sais pas si je l'ai noté ici. Peut-être pas. Elle dit qu'en fait, l'antisémitisme s'amplifiait quand les gens sentaient que la fin de la guerre approchait, qu'elle entendait encore plus des remarques antisémites, qu'il y avait plus de maîtres chanteurs, comme s'ils voulaient profiter des derniers moments qu'ils étaient possibles pour extorquer de l'argent. Voilà. Donc c'est vraiment pour appuyer ce que vous avez dit avec des exemples. Ceci dit, et c'est peut-être pour terminer par rapport à tout ce que j'ai lu, je vous conseille de lire 2 ouvrages complets où on recense tous les actions des justes polonais. On est quand même admiratif du rôle des 7000 justes, mais on est encore plus admiratif quand on lit l'histoire, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'une personne qui reçoit la médaille des justes est souvent aidée par une dizaine, voire une quinzaine de personnes qui, eux, n'ont jamais été décorées de la médaille des justes. Et la plus belle illustration, c'est quand vous parlez de ces interventions dans une clinique. Quand on est médecin, on sait qu'une hospitalisation d'une personne ne passe pas inaperçue et qu'au moins, il y a dû avoir une quarantaine de personnes qui devaient être au courant quand il y avait une intervention de prépusplastie ou d'une rhinoplastie. Voilà, c'est ça aussi qui est important. Donc, je crois qu'en fait, on doit parler bien sûr de l'antisémitisme, mais on doit parler également de l'héroïsme d'un certain nombre de personnes. Oui, puisqu'il est question de médecins et de justes, il faut dire aussi que parmi les justes, certains ont été obligés, accusés d'avoir sauvé des juifs par intérêt, de quitter leur domicile, de changer de ville, voire de changer de pays. Et la maman de Johanna raconte à la fin, et je crois que malheureusement il va falloir s'arrêter là, elle raconte à la fin qu'elle découvre enfin, après l'arrivée des troupes russes, elle découvre l'arrivée des troupes polonaises,
Et donc, elle brûle d'envie de servir et de s'engager dans l'armée. On lui dit « Ah, ben formidable, vous allez pouvoir nous servir. » Et elle est avec une amie, je crois, qui est médecin. On lui dit « Ah ben oui, il faut des médecins, puisque les gens n'ont pas deviné qu'elle était juive, puisqu'il y a trop de médecins juifs dans l'armée, c'est salaud. » Je serais très triste de terminer cette séance sans vous rappeler que les 3 livres sont disponibles. Il y en a 2 qui sont d'ores et déjà en librairie. Le 3e est disponible ici. Si jamais il n'y en avait pas assez pour vous tous, vous pourrez toujours le commander sur le site des éditions de la revue Conférence. Voilà. Honnêtement, vraiment, ça m'est arrivé souvent de venir ici. Ce sont des livres absolument inoubliables et ce sont des livres qui vous entreront et dont vous aurez envie de parler autour de vous. Vraiment, ne manquez pas cette occasion. Ce sont des vraies merveilles. Voilà. Sous les pavés de Varsovie, on dit qu'il y a de la cendre. Il y a des diamants, et il y a encore des diamants qui ressortent. Vous en avez 2 témoignages ici. Merci beaucoup.